Bonjour, bonjour à Bonjour, toutes et à tous. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? bonjour Émilie. Écoute, je vais très très bien, froidement, mais voilà, en pleine forme. Et je suis ravie d'animer ce webinaire en ta compagnie. Merci Nathalie. Je vois en effet que donc nous avons des auditeurs. Sachez, alors je préfère poser le cadre, chers Mm. hôtes, soyez les bienvenus. Vous avez normalement la possibilité donc d'interagir avec Nathalie et moi-même au travers en effet de l'espace questions, de l'espace chat. Je serai votre humble modératrice aujourd'hui justement pour porter votre voix. N'hésitez pas, bien entendu, je veux parler de questions, mais c'est aussi des réactions, des partages d'expériences. N'hésitez pas, Mm. l'idée étant donc d'échanger au maximum sur une thématique qui, je dois le dire, reste quand même nébuleuse pour beaucoup et pour nous tous finalement. Et donc, l'idée est de pouvoir justement parler de nos expériences, de nos visions aussi respectives, et de pouvoir permettre à chacun de capitaliser dans son quotidien. Je vous propose, il est 12h32 pour le respect du temps de chacun. Je vous propose donc de débuter ce parole d'expert, donc en compagnie de Nathalie Paldacci, qui est directrice de l'offre IFG Luxury Attitude au sein donc de l'IFG. Je suis moi-même secrétaire générale d'IFG Executive Education. Je dirige en effet IFG en France et à l'international sur l'intégralité de nos marques, puisque vous le savez, nous avons une forte expertise dans le luxe, mais Mm. que auprès justement des acteurs du luxe et également une grande expertise en finance au travers donc de notre institut de haute finance. Nous sommes également membres bien entendu et appartenons au groupe Omnes Éducation qui est un groupe plus large et qui forme la jeunesse. Voilà pour cette introduction. Vous pouvez donc nous voir ici, Nathalie et moi. Et Nathalie et moi, c'est un partenariat au quotidien pour justement enrichir, développer et faire grandir cette offre et l'ensemble, en effet, de nos partenaires et de nos clients. Nathalie, je souhaite maintenant te laisser la parole, nous parler aussi de cette histoire de d'IFG Luxury Attitude, puisque en effet, nous sommes présents depuis maintenant près de 30 ans, mais je n'ai Oui. pas moi la chance ni l'honneur d'avoir cette antériorité au sein de l'IFG, mais je sais aussi que toi, tu as cette grande antériorité au sein donc de nos équipes dédiées au design de services Mm. et à l'inspiration du luxe, puisqu'encore une fois, je le dis, IFG Luxury Attitude n'est pas uniquement le secteur du luxe, nous nous adressons à l'ensemble des secteurs. Absolument, Émilie, tu as tout à fait raison. Donc, 28 ans à peu près d'existence sur le marché. Luxury Attitude est un cabinet de conseil et nous accompagnons des entreprises sur une thématique généralement très précise qui est comment créer un souvenir mémorable dans l'esprit du client, comment dépasser sa satisfaction, comment l'étonner. Alors non pas par le produit, hein, parce que effectivement tous les acteurs de luxe font énormément d'efforts à se différencier par les produits, mais c'est plutôt par l'humain. Et c'est aussi ça que je vais partager aujourd'hui, c'est l'importance de l'humain comme une véritable valeur ajoutée à cette relation. Qui permet, alors non pas la personnalisation, tout le monde en parle, mais c'est un mot qui a été tellement dévoyé qu'il a perdu beaucoup de son sens, donc je referai une aparté là-dessus. Et puis, nous accompagnons les entreprises également dans leur transformation avec des focales sur le leadership, le management et l'intelligence émotionnelle. Mais nous conclurons peut-être là-dessus, Émilie. C'est entendu. Je, voilà, je sais que nous avons accompagné, nous accompagnons d'ailleurs à l'heure actuelle plusieurs de ces grandes marques. Nous les avons Oui. accompagnées, c'est certain, et je sais aussi que nous y retournons régulièrement.
Absolument. Pour n'en citer qu'un qui me tient à cœur comme tous, mais la collection Le K2 que nous accompagnons depuis 3 ans et moi aujourd'hui m'enchante absolument dans la façon dont nous travaillons, et les résultats sont brillantissimes. Donc c'est une belle preuve de réussite, mais je pourrais tous les citer. Là, nous n'en avons qu'une douzaine, ce qui est frustrant parce qu'en définitive, nous avons travaillé pour plus de 80 marques différentes et toujours avec à cœur de se différencier du concurrent, toujours avec à cœur de mettre l'humain en avant pour créer de la valeur ajoutée et surtout créer ces émotions qui désensibilisent de la notion de valeur et de prix. Et là aussi, c'est un point que j'évoquerai tout à l'heure. Voilà. Et Nathalie, du coup, dis-nous tout. Finalement, quelle est toi ton expérience? Parce que tu connais aussi moi mon parti pris. On Oui. parle en effet de formation, mais nous on fait, comme tu le disais, du conseil, on accompagne. Oui. Tu parlais d'instant de vie mémorable, et c'est vrai que nous, parmi justement nos missions à l'IFG, c'est bien ça, c'est de créer au sein de notre communauté, de ces communautés, un instant de vie mémorable, une expérience de vie mémorable. Et finalement, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà assez pris à bras le corps? Et où se retrouve le client dans tout ça? Où se retrouve la marque? Où se retrouve le produit aussi peut-être dans tout ça? Donc, dis-nous tout par rapport à cette intelligence artificielle et l'expérience client dans tout ça. Bien. Alors, merci pour cette introduction, Émilie. Alors, je ne vais pas redéfinir l'intelligence artificielle. Je crois qu'après le sommet et le très long discours de notre président Emmanuel Macron, je crois qu'on sait tous sur l'intelligence artificielle. Il y en a de 3 grands types, hein, la conversationnelle, l'analytique et la générative. Alors, je ne vais pas faire un cours sur l'intelligence artificielle, ça n'est pas le but, mais c'est plutôt comment elle s'intègre aujourd'hui dans l'expérience client. Alors, au sein du luxe, mais je prendrai aussi d'autres exemples dans l'aérien, par exemple, ou dans le mass market avec certaines marques que tout le monde connaît bien. Et une certaine transformation qui n'est pas forcément très positive. Juste pour redéfinir ce qu'est l'expérience client pour nos auditeurs, là aussi, il y a souvent un amalgame. Juste en 2 phrases, c'est que c'est plutôt une expérience. Enfin, l'expérience, c'est plutôt la somme de nos vécus au sein d'une marque, que ce soit en amont, pendant ou en aval de l'achat ou de l'utilisation du service. Et cette somme des vécus est impactée par l'ensemble des points de contact tout au long du parcours et tout au long de notre vie au sein de la marque. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est plutôt ce que l'on va vivre avec la marque et qui va faire que l'on vit une expérience plus ou moins positive, plus ou moins négative. Alors, pour faire un état des lieux, si tu veux. Alors, j'ai mis frilosité, effectivement. Donc là, j'ai lu un gros rapport de Bain et compagnie. C'est la principale source que je peux citer pour ce premier point. C'est qu'aujourd'hui, dans le luxe, eh bien, il y a une relative frilosité des entreprises du luxe. Alors là, je peux faire un split, c'est-à-dire une séparation entre les grands groupes qui l'ont déjà adopté depuis de nombreuses années et les petites maisons dont le savoir-faire, le côté artisanal reste et doit être extrêmement protégé parce qu'effectivement, la sécurité fait partie des barrières à l'adoption. Donc, selon ce rapport Bain et compagnie, qui a été publié l'année dernière en parallèle et en intelligence avec le comité Kobler, eh bien, selon ce rapport, seulement 30% des maisons du luxe utilisent déjà l'intelligence artificielle, avec donc de fortes disparités. Et ces disparités sont clairement liées à la taille de l'entreprise. Donc, plus on est grand, plus on a d'appétence à l'utiliser. Sur certains aspects de l'intelligence, pas forcément sur tout.
Alors, pourquoi toutes les maisons ne l'utilisent pas? C'est déjà par une première barrière à l'adoption, c'est la notion d'expertise. On n'est pas tous des experts de l'intelligence artificielle. Qui fait quoi? Quels sont les logiciels que je dois utiliser? Comment est-ce que ça va m'aider? Et est-ce que j'ai les ressources en interne? Donc ça, c'est pour plus de 55% des maisons. Et puis à la gestion des données, il ne faut pas oublier qu'on est sur des données sensibles avec l'ensemble des clients, mais aussi les données de production, les chiffres, et plus de 30% des maisons ont peur de la fuite des données. Ben voilà, donc ça c'est une deuxième barrière à l'entrée. Et puis tout ce qui est risque lié à la propriété intellectuelle. Tu sais, Émilie, que dans le luxe, enfin les produits sont fortement copiés. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des marchés de dupes qui prennent une large part large part de marché et qui peuvent être effectivement un frein. Alors, le retail, est-ce qu'on est vers la fin d'une ère? Bon, volontairement, j'ai été un peu provocatrice, mais il ne faut pas oublier que le retail, c'est quoi? Notamment dans le luxe, eh bien, c'est l'un des marqueurs principaux qui va définir le luxe. C'est son environnement. Un environnement extraordinaire où les clients viennent chercher une expérience. Mais une expérience plutôt émotionnelle, parce qu'aujourd'hui, quasiment 80% des marques de luxe ont adopté la vente en ligne, notamment pour les produits je dirais, de grande consommation. C'est antinomique parce que le luxe doit être rare, mais disons que pour les produits qui ne font pas partie des collections précieuses et ultra faites à la main, ultra, comment dirais-je, personnalisé, eh bien 80%, on va dire, utilisent le site. Et c'est là que nous avons peut-être une piste à aller chercher avec l'intelligence artificielle, dans quelle mesure ça peut être une aide pour les ambassadeurs, pour les vendeurs, les conseillers. Alors différentes nominations et dénominations en fonction des maisons, hein. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'un point de vue client, on ne veut pas d'irritant dans la relation et on veut vivre une expérience qui soit belle, c'est-à-dire elle est belle quand il y a des émotions positives. Et il y a des émotions positives quand on se sent reconnu. C'est certainement le dénominateur commun à tout être humain, et même aux animaux d'ailleurs. 96%, ça c'est recherche en neurosciences, de nos décisions d'achat sont totalement subconscientes, notamment depuis le Covid. Le Covid a mis en exergue, alors effectivement, une intelligence artificielle qui existait déjà et qui a permis de rester en communication et de fluidifier certains process. Mais dans nos décisions d'achat, seulement 4% restent rationnels. C'est-à-dire le prix, la taille du produit, ses aspérités, ses fonctionnalités, etc. Donc, il faut qu'on puisse rêver. Nathalie, si Oui. je puis me permettre, finalement, donc, ce que tu dis, toi, c'est l'intelligence artificielle, bien entendu, ça fera partie et ça fait partie du jeu. La seule chose Oui. maintenant, c'est le dosage que je mets, indépendamment en effet de mon secteur, puisque je peux être aussi un acteur éminemment en ligne ou pas, mais tu exploites et tu parles d'un mot qui m'interpelle quand même, c'est les émotions. Bien sûr, j'entends que les émotions peuvent être générées par d'autres émotions en face, mais également, j'imagine, par un contenu que je lis en ligne ou autre. Donc, tu veux dire par là que on pourrait utiliser l'alliance de l'humain avec la machine, excusez-moi du terme, c'est pas le terme machine, mais en tout cas du numérique, pour générer des sentiments ou des émotions puissantes? Mais oui,
Je prends un exemple tout bête, et là c'est le troisième point, c'est la robotisation ou l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. Effectivement, tant que l'humain ne s'interroge pas sur ce qu'il peut apporter à cette tâche à faible valeur ajoutée, eh bien l'humain va disparaître. Et ça c'est aussi une grande peur, hein. C'était l'une des questions de cette journaliste qui justement disait mais nous allons détruire des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Je dirais oui, effectivement, toute révolution industrielle ou technologique a détruit des emplois, mais en a créé d'autres. Donc, il faut s'interroger sur comment est-ce que je peux utiliser cet outil, qui reste un outil, et non pas une fin en soi, pour créer de l'émotion. Je te donne un exemple tout bête. Ce qui peut être un poste à faible valeur ajoutée, alors que c'est une grosse valeur ajoutée, le poste de vendeur, de conseiller. Très longtemps, on a considéré les vendeurs comme, enfin, les vendeurs se sont même eux-mêmes considérés comme, oui, je fais ça, c'est un petit boulot. C'est un boulot d'étudiant, c'est un boulot qui va me permettre peut-être de grandir, et donc je ne sais pas quelle est ma valeur ajoutée. Et je juge ça aussi, tous les biais, et on a trouvé que l'intelligence artificielle a des biais elle-même. Donc, juste un exemple. Si on ne veut pas voir disparaître ces postes-là, l'autre jour, je vais dans un stand, enfin j'étais dans un grand magasin, et je me baladais le long des allées, et tout d'un coup, je vois un très joli sac placé en haut d'une étagère. Alors, je regarde sur le stand, personne, pas de vendeur, pas de conseillère. J'attends un peu, et tout d'un coup arrive une femme qui me dit le traditionnel bonjour, comment je peux vous aider? Donc ça, j'ai l'habitude, hein. Bon, là, pour l'instant, ça reste du basique, j'ai pas vraiment d'émotion, il n'y a pas vraiment de sourire de l'autre côté non plus. Donc, ma question reste, elle, purement fonctionnelle. Je dis, est-ce que je peux voir le sac et est-ce que je peux avoir son prix? Donc là, elle m'installe derrière de l'autre côté de son comptoir. Donc, elle met une barrière entre nous. Elle prend le sac du haut de l'étagère, le pose devant moi, et là, simplement, tend l'étiquette avec le prix. Elle me dit, voilà, c'est ça. Alors, en effet, c'était à moi de lire le prix. C'était à moi de regarder, de toucher le sac. Je n'ai pas eu de ce fameux storytelling qui peut ajouter un peu de valeur, un peu d'émotion. Qui l'a créé? Comment a-t-il été créé? Je n'ai eu aucune conversation. Pour ça, effectivement, un robot pourrait tout à fait faire l'affaire. Donc, il faut faire attention à la façon dont on fait les choses. C'est pas tellement le quoi là qui est mis en cause, c'est plutôt le comment. Et donc, dans le retail aujourd'hui, on assiste à une vague de remise en cause de ces postes-là, et puis notamment avec des fermetures de magasins au bénéfice des sites internet. Émilie, figure-toi que d'après McKinsey, en 2022, à peu près 22% des Français achetaient sur Internet. 22% en 2022. Aujourd'hui, on est en 2024, donc 2 ans après. À ton avis, quel est le pourcentage de Français qui achètent en ligne ou qui sont dans l'omnicanalité, donc qui vont voir en site, qui vont aller en magasin ou qui vont faire l'affaire? C'est ce fameux research online, purchase offline, ou l'inverse, aujourd'hui est tout à fait d'actualité. À ton avis, quel est le pourcentage de gens qui achètent en ligne aujourd'hui? Je me risque à dire un 40%. T'es pas loin, 65%. C'est quand même énorme. Donc, on voit une évolution du comportement des consommateurs, et c'est là qu'il faut faire attention, parce que grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'une de ces fonctionnalités qui est la recommandation personnalisée en fonction de ce que j'ai acheté, et ça c'est très utilisé par certaines marques dans la beauté, et encore que, bon, parfois on se demande l'utilité du produit proposé. Eh bien aujourd'hui, les Français sont plutôt dans un comportement omnicanal. Ils achètent en ligne et ils utilisent le fameux click and collect
pour aller chercher en magasin. Donc, il reste quand même une appétence pour le retail, mais une appétence qui devient de plus en plus fonctionnelle et non émotionnelle. Et ça, je dirais, c'est pas l'intelligence artificielle qui a créé ça. C'est plutôt l'absence d'intelligence humaine à créer un véritable lien avec les clients pour leur donner envie d'acheter en ligne. Et qu'est-ce qui va, enfin d'acheter en magasin. Et qu'est-ce qui se passe au sein de certaines marques? Eh bien, fermeture de magasins. Pour donner juste 2 exemples, Zara ferme des magasins aujourd'hui qui sont jugés comme étant à faible profitabilité. Les Galeries Lafayette ferment 2 points de vente sur Marseille. À New York, il y a de nombreuses années, un grand magasin avait fermé pour manque de services et de conseils personnalisés. Donc, on voit bien que l'humain reste au centre des recherches de la clientèle et que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Alors, tu parlais de la jeunesse. J'ai envie de dire aujourd'hui, la jeunesse, elle est ultra connectée. Et certainement qu'elle manipule l'intelligence artificielle de meilleure manière. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand tu vas en magasin, que vois-tu? Une armée de vendeurs, de conseillers, qui sont tous les yeux rivés sur leur tablette, sur leur smartphone. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Et quand tu rentres dans le magasin, tu es à peine accueilli. Donc, c'est certainement l'une des limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, par ailleurs, peut être absolument sublime dans ce que l'on peut en tirer. Mais il faut faire attention à l'humain et se demander quelle est la priorité. Est-ce que c'est ma tablette ou est-ce que c'est l'humain qui rentre chez moi? Et ce que tu soulignes finalement, et si je comprends bien, c'est que avec l'intelligence artificielle, parce que nous, par exemple, à IFG, on utilise l'intelligence artificielle depuis maintenant plusieurs années. Alors bien sûr, c'est pas la conversationnelle, c'est pas la générative, c'est une intelligence artificielle qui somme toute assez technique, qui va me permettre en effet de créer des flux entre différents outils qui pourront se parler. Et en ça, en effet, c'est merveilleux. Par contre, toi, tu dis que finalement, donc cette intelligence artificielle d'ailleurs aussi, qui est très bien, et au vu aussi de l'évolution des générations, tu dis que toi, finalement, le luxe aura aussi vocation, et pas que le luxe d'ailleurs, mais l'ensemble des acteurs de l'économie et qui sont justement dans la vente de biens ou en tout cas, ou même dans la prestation de services, devront repenser un parcours client. Je parle pas de produit, je parle pas d'innovation de produit, mais un parcours client en ligne où justement on trouve la place nécessaire à la dimension humaine qui permet de générer de l'émotion. Donc en fait, tu es en train de dire que la seule chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est quel degré d'émotion j'arriverai à obtenir et à susciter au sein de mes prospects, clients, etc., au travers de mon parcours, qu'il soit digital ou non. Et ce que j'entends finalement, c'est que le luxe risque de garder à lui seul le luxe du présentiel, de l'humain, ce serait ça? Je suis en train de me poser la question et effectivement, il a tout intérêt à garder l'humain en présentiel parce que c'est l'humain qui va faire vivre le rêve. Quand tu vas dans une belle maison de luxe, Émilie, alors tu peux rêver grâce à une publicité créée par l'intelligence artificielle générative, ça se fait de plus en plus. Tu vas rêver de ce produit ou de cette marque-là et tu vas pousser la porte et alors là, c'est là que l'humain fait ou défait ton rêve. C'est là que le rêve perdure. Je n'entends plus Nathalie. Ah. Nous entendez-vous? Entendez-vous Nathalie? Est-ce que vous m'entendez? Donc, vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Entendez-vous Nathalie? Oui? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez?
On entend bien Nathalie, quelqu'un a dit. Donc tout le monde m'entend apparemment. Et Émilie, tu m'entends? Mara, oui. Merci pour vos... D'accord, apparemment tout le monde m'entend bien, Émilie. Est-ce que tu m'entends là? Émilie, c'est juste entre toi et moi. Décidément, l'intelligence artificielle nous fait un mauvais tour là. Ou est-ce que c'est... Ce que tu peux faire, Émilie, pour éviter à ce moment-là de perdre du temps pour nos auditeurs. Oui, moi aussi, j'entends le clavier d'Émilie. Oui, ça c'est sûr. Donc, j'invite tout le monde à poser les questions ou éventuellement à partager vos expériences. Ce serait aussi intéressant d'échanger sur ce point-là. En tout cas, je disais qu'effectivement, le luxe... Ah, Émilie, ton micro est coupé, effectivement. Est-ce que c'est pour ça? Puisque tout le monde m'entend, apparemment, Émilie, ça viendrait plutôt de chez toi. Émilie est en mute. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, je vais continuer et je vous en prie, posez les questions. Et alors, tu ne m'entends plus, mais tout le monde m'entend. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je vais converser avec les auditeurs et puis tu pourras poser, Émilie, pose tes questions. Tu peux poser tes questions. Voilà, ou alors tout simplement. Voilà. Alors, chers auditeurs, je vais continuer et bien évidemment, si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez les poser. Donc, oui, pour moi, le luxe reste, enfin, l'humain au sein du luxe reste fondamental comme le pivot central dans la relation clientèle. À condition évidemment de rester humain et de ne pas utiliser le digital et l'intelligence artificielle pour formuler des réponses toutes faites. Alors l'intelligence artificielle, si on reprend évidemment cette notion de personnalisation, tout le monde a entendu parler de la personnalisation. J'imagine que vous aussi, tout le monde a plus ou moins une idée de ce que c'est. Pour moi, la personnalisation, c'est pas forcément de m'appeler par mon nom, quoique c'est un début. C'est surtout personnaliser le produit. Hein. Si on prend la définition même de personnaliser, c'est personnaliser un produit ou un tableau ou quoi que ce soit en fonction de la demande d'un client. Donc, on va remplacer, si vous voulez bien, personnalisation par individualisation de la relation. Et c'est justement là que l'intelligence artificielle pourrait nous aider. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a comme fonction principale dans la relation à la clientèle, justement, de produire des contenus et de produire des informations en fonction de chaque client. Et dans l'idéal, selon ce que nous disent certaines personnes, notamment de chez Saint-Laurent, Saint-Laurent Beauté, c'est que grâce à leurs outils d'intelligence artificielle, eh bien, moi, cliente, si j'achète à Paris un rouge à lèvres, eh bien, à New York, la personne serait capable de rebondir sur cet achat et de me demander ce que j'en ai pensé et éventuellement de me proposer des objets et des produits complémentaires. Sauf que ça ne se passe pas de cette manière-là. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je ne vis jamais cette individualisation de la relation. L'autre jour, j'étais dans une marque où je suis très bonne cliente. J'abordais
un sac à main de cette maison, eh bien, l'ambassadeur, le vendeur s'est contenté de me dire: «Ah, très beau sac», mais c'est tout. Donc, alors que grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ces outils, il aurait pu aller plus loin dans la relation pour aller piocher peut-être dans mon historique et pour ensuite effectivement avoir des contenus et se servir de ces contenus pour personnaliser des produits pour le coup, et ensuite travailler sur une offre qui me soit faite pour moi et non pas pour les autres. Donc, d'où ma question, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment, a pour but de personnaliser la relation en dehors du produit, ou est-ce que c'est juste un ajustement de l'offre par rapport à la demande? Je me souviens, il y a déjà une vingtaine d'années, Burberry a été, comment dirais-je, tout à fait précurseur en la matière, a été certainement le premier à utiliser l'option digitale, eh bien, avait mis au point une option Test and Learn. Donc, il postait des photos d'un vêtement, d'un prototype, et en fonction du taux de clic, en fonction des commentaires clients, mettait ce produit en production. Voilà. Donc, c'est l'intelligence artificielle à ce niveau-là peut être extrêmement utile pour les marques dans la mesure où elle permet de rationaliser l'offre, de fluidifier tout le parcours en amont d'un produit et tout au long de la chaîne de valeur, de rationaliser la logistique, d'amener à beaucoup plus de synergie, d'effet de synergie entre ces postes qui constituent la chaîne de valeur d'une entreprise. Mais d'un autre côté, on voit aussi que au niveau du retail, on a une robotisation de certains process. Te revoilà, Émilie. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, je t'entends. Et merci vraiment à toute la communauté. Vous avez été au top puisque ça m'a permis de voir en effet que j'étais la seule qui avait un problème à t'entendre. Donc Voilà. j'en profite pour repasser le message en tout cas à toutes et à tous. N'hésitez pas en effet à interagir avec nous. Je suis censée modérer alors quand je suis présente. mais, mais Oui, tout quand va tu es là. bien. Exactement. Mais en tout cas, merci à toi pour cela. Je suis avec vous. Je Bon. te laisse la parole et désolée pour ce sujet technique. Non, mais bah, écoute, tu vois que la technique a ses limites et Oui, que l'humain, en définitive, est irremplaçable. Alors justement, la remplaçabilité des humains, ce qui fait peur aujourd'hui, et pas que les emplois, je dirais, faiblement qualifiés. Il y a aussi des emplois hautement qualifiés. Alors, je sors un peu du retail et du luxe pour m'évader dans le médical, parce que si là, il y a des avancées absolument extraordinaires, c'est dans le dépistage des maladies, voilà, la science fait des bonds en avant absolument extraordinaires grâce à l'intelligence artificielle. Mais si on prend la robotisation de certains process ou de certaines tâches, eh bien aujourd'hui, c'est nous qui les faisons. C'est même pas l'intelligence artificielle, c'est simplement le client. Et donc là, il faut faire attention. Alors, deux exemples. Un dans l'aérien que vous connaissez tous, c'est maintenant quand vous prenez un avion, ben, vous imprimez vous-même votre carte d'embarquement, vous avez des bornes virtuelles, vous imprimez votre étiquette bagage et vous le mettez sur le tapis drop-off. Avec un peu de chance, vous aurez votre valise à l'arrivée, avec un peu de chance. Néanmoins, je vois aussi des magasins maintenant, alors là aussi je reste dans le retail, mais je sors du luxe, quoique cette marque-là monte en gamme. Je vais parler de Zara et puis d'autres, hein. C'est maintenant la robotisation du process de paiement qui revient quasiment à, je dirais pas à 100%, mais au moins à 80%. Maintenant, vous êtes tous équipés de caisses automatiques et c'est à vous de placer vos articles, de mettre votre sac, d'enlever les antivols une fois que le process de paiement est fait. Enfin voilà, il y a une décharge de responsabilité de la marque sur les clients
Et grâce à cette robotisation, cette intelligence artificielle et cette mécanisation des tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est à nous qu'elle revient. Alors il faut aussi penser profitabilité, et je dirais que pour les marques, c'est fantastique parce que une personne qui employait un poste d'hôte ou d'hôtesse de caisse, c'est quand il est remplacé par un robot, quand il est remplacé par une machine, eh bien, c'est toutes les charges, la masse salariale qui s'en trouve allégée. Donc ça veut dire que les marques font énormément d'économies alors d'économies évidemment, il y a la notion d'investissement par rapport à ces machines-là, mais il y aura donc une économie et un gain de profit dans pas très longtemps, à mon avis. Par contre, ça génère une fatigue. Alors, dans le luxe, à quoi a-t-on affaire? Aujourd'hui, si on prend le résultat du luxe en 2024, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, je dirais plutôt depuis la crise des subprimes, eh bien, le luxe atterrit. C'est-à-dire que la croissance à deux chiffres, pour l'instant, n'y est pas. On est plutôt en un atterrissage. Alors pour certaines, je vais moduler, hein, évidemment, il y a des marques où c'est plus un atterrissage, mais c'est quand même une chute relativement vertigineuse, moins 16, moins 17% de résultats en 2024 par rapport aux autres années. Mais si je prends le luxe en règle générale, la baisse du chiffre d'affaires est relativement faible, quoique ça se joue aussi en milliards d'euros. Ça se joue entre moins 1 à moins 3% à peu près. Néanmoins, je lisais un article l'autre jour sur McKinsey sur la notion de comportement des consommateurs et de cette fatigue par rapport au prix, alors que l'on peut éventuellement penser exagéré, que l'on peut penser complètement farfelu quand la qualité n'est pas là, et surtout quand il n'y a pas réellement de personnes en face qui créent cette valeur-là. Aujourd'hui, les gens en ont assez de payer très cher quand il n'y a pas de service, quand il n'y a pas cette valeur ajoutée créée par l'humain, quand je n'ai pas un vrai contact basé sur les émotions avec la marque, et que quand ça reste du fonctionnel. Et là, les gens sont fatigués de voir des prix qui augmentent d'une telle manière. Bien, il y a la fatigue liée au prix, qui n'est plus compréhensible. Comment se fait-il que avant Covid, les prix étaient relativement, je dirais, abordables pour certains, et aujourd'hui ça devient mais complètement exubérant. Donc une fatigue des consommateurs, mais aussi une baisse de la consommation des Chinois, puisque elle est valorisée à peu près moins 22% selon ces cabinets, donc c'est énorme, évidemment. On n'a plus, ou du moins on n'a plus, elle va revenir, mais pas encore, cette consommation chinoise qui portait le luxe à plus quasiment 50%. Sur l'échelle mondiale. Et donc cette fatigue des consommateurs qui se disent mais pourquoi est-ce que je vais payer un sac ou une veste 3 000, 4 000, 5 000, parfois 7 000 euros qui ne sont pas Hermès, hein, où on sait qu'Hermès a une valeur d'investissement, alors que pour les autres marques, c'est plutôt une valeur vénielle qui va perdre de sa valeur au fil du temps. C'est donc un vrai coût. Donc pourquoi est-ce que je vais mettre 4 000 euros dans un sac à main? Expliquez-moi. Et quand on dit ah bah, il y a deux poches, c'est fait en Italie, vous pouvez mettre votre ordinateur, oui, ok, très bien. Alors pour le Made in Italy, on passera, mais pour ça, j'ai d'autres sacs à main qui sont 10 fois moins chers et qui peuvent remplir exactement la même fonctionnalité. D'où cette notion d'émotion que l'intelligence artificielle ne va pas pour l'instant créer. Et alors inversement, là je vais sortir un peu du luxe, on s'est rendu compte que tout ce qui est mécanisation
des tâches à faible valeur ajoutée comme les caisses. Bon, il y a très longtemps, nous sommes tous habitués aux caisses scanners, vous savez, dans les hypermarchés. Eh bien maintenant, certains hypermarchés reviennent en arrière, une espèce de retour au commerce, je dirais, d'antan, avec un vrai humain, une vraie caissière, parce que les gens ont envie de cette interaction avec les humains. Donc il peut y avoir aussi une fatigue, on va dire, technologique. Alors peut-être pas des nouveaux consommateurs, les alphas, vous savez, ceux qui sont nés dans les années 2005, qui eux deviennent de véritables consommateurs, mais complètement connectés. Je parle plutôt des milléniaux, des générations Z, qui eux commencent à vouloir aussi revenir à cette notion d'humain. Et donc les caisses scanners, les caisses automatiques, on s'est rendu compte en définitive que c'était pour un article, 2 articles. Donc il y a une baisse du panier moyen. Ce qui fait que il y a aujourd'hui la réimplémentation de l'humain sur ces, on va dire, tâches qui deviennent pour le coup à forte valeur ajoutée. Donc ça, je voulais attirer votre attention sur cette notion-là. Alors, si on prend on va dire, dans le luxe, les grandes fonctionnalités de l'intelligence artificielle, moi j'en ai retenu 2 très importantes. C'est donc l'efficience opérationnelle, et c'est ce qui rencontre le plus d'adhésion à l'heure actuelle. Plus de 50% des maisons utilisent l'intelligence artificielle pour, on va dire, rationaliser, fluidifier le parcours, notamment en amont, fluidifier le parcours de production, ajuster la production en fonction de la demande, travailler sur la notion de qualité, mais qualité produit, et surtout aussi l'aspect logistique et l'allocation des stocks en fonction des magasins et de la demande par magasin. Donc pour ça, c'est très intéressant et effectivement, ça peut remplacer, enfin ça peut aider les marques à être beaucoup plus rationnelles et en définitive beaucoup plus efficaces. Là où l'IA, et là c'est pour ça que je redéfinissais l'aspect personnalisation, l'IA, selon les experts, selon Bain et compagnie, a plusieurs fonctionnalités pour la relation client. Et donc, je lis, alors je vais vous citer Xavier Guéroux, qui est le directeur international du marketing client chez Cartier, qui disait dans ce rapport Bain et compagnie, donc l'IA est un outil qui pourra proposer des éléments de réponse aux ambassadeurs, donc les vendeurs, les conseillers, pour enrichir et personnaliser le dialogue avec le client. Mais l'ambassadeur devra demeurer responsable du contenu délivré. Et j'ajouterais, donc d'où l'importance de l'humain, mais de la gestion des émotions qui est là est extrêmement importante. C'est non seulement responsable du contenu délivré, mais aussi de la façon dont le contenu va être délivré. Par exemple, le fameux storytelling qu'on reçoit tous quand on arrive dans un hôtel. Qui n'a pas vécu, bon alors là vous avez la piscine, elle est ouverte de telle heure et telle heure. Donc ça c'est le storytelling que tout le monde apprend à délivrer aux clients, mais qui est délivré d'une manière robotique et qui est en fonction du positionnement des hôtels, délivré de manière obligatoire à tout client, même quand un client revient depuis la 3e, la 4e ou la 5e fois. Là où l'intelligence humaine devrait y mettre un peu son grain de sel, c'est de se dire, mon client revient depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qui est nouveau chez nous, que je pourrais effectivement mettre en avant, plutôt que de lui réexpliquer à nouveau des choses qu'il connaît déjà. D'où effectivement cette intelligence humaine, grâce à l'intelligence artificielle, qui deviendrait une espèce d'intelligence humaine augmentée, aidée par l'intelligence artificielle. Ce que je comprends, Nathalie, dans ce que tu dis, c'est que finalement, les 2 grands leviers qu'offre l'intelligence artificielle,
c'est un effet d'aubaine sur le gain de temps, en effet, Oui. sur les processus internes qui, quelque part, laisseraient davantage de temps aux professionnels, qu'ils soient en front ou en back office, pour travailler un discours de l'émotion unique et pour ensuite, justement, hyper personnaliser la relation. C'est ce que tu dis. C'est ce que je dis, et effectivement, mais là, tout revient sur le conseiller qui doit aussi poser des questions, et c'est là aussi que le bas blesse, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas faire grand-chose si on ne sait pas poser les bonnes questions. Il faut poser la bonne question. Alors, je peux parler des chatbots, hein, qui est l'intelligence conversationnelle que quasiment toutes les marques ont installée. Maintenant, quand on ouvre le site, on a le bot qui arrive et qui dit « je suis machin ». En plus, il se présente. Je suis Siri, par exemple, en quoi puis-je vous aider? Et donc là, nous, il faut qu'on pose la bonne question pour avoir la bonne réponse, parce que sinon, on peut mettre du temps à avoir la bonne réponse. Mais bon, ça peut être une aide. Mais pour donner un exemple, l'autre jour, j'étais en ligne avec un chatbot d'une compagnie aérienne que nous connaissons tous, et j'ai mis 4 heures. Alors, entre-temps, je me suis énervée, donc j'ai appelé un conseiller, un humain. J'ai quand même mis 4 heures à obtenir la réponse par le bot, alors que l'humain, en 1 minute, me l'avait délivré. Donc, il faut aussi faire attention à la façon dont on paramètre le questionnement des bots pour pouvoir effectivement affiner les réponses. Parce que le bot était en boucle sur une question qu'il n'avait pas compris. Et c'était de ma faute parce que j'avais mal formulé la question. Alors que l'humain m'a fait reformuler, chose que le bot a fait. Est-ce que vous pourriez me dire de quoi il s'agit? Et il me fait une proposition de trois options dans laquelle je ne me retrouve pas. Donc effectivement, ça a été un véritable dialogue de sourds pendant 4 heures. Donc énervée, j'ai appelé la maison et je leur ai dit mon énervement. Donc là, effectivement, c'est toute l'intelligence de l'humain qui va apporter de l'intelligence à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment je peux l'utiliser et comment je peux utiliser cet outil pour pouvoir m'enrichir moi en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois que l'intelligence artificielle peut individualiser la relation en m'amenant des informations et des contenus que je peux délivrer avec de l'émotion et avec vraiment de l'envie à mon client. Mais il y a aussi cette aide de l'intelligence artificielle qui est réellement au service des collaborateurs. Et peut-être, Émilie, que tu tu peux en témoigner, mais par exemple, aujourd'hui, LVMH a mis en place, grâce à la solution MAIA, MAIA, une solution donc qui est totalement sécurisée et qui permet aux collaborateurs de disposer d'une sorte d'un assistant personnel. Donc, quand ils ont affaire à, par exemple, un Chinois, eh bien, ils vont avoir un traducteur automatique. Et donc, en live, le conseiller va pouvoir effectivement discuter avec la personne dans sa langue et vice-versa grâce à ce traducteur instantané. Donc, c'est un outil qui peut être adapté pour la relation client, mais à condition de savoir s'en servir. Tu voulais dire quelque chose, Émilie? Je confirme en effet que nous avons exactement la même réflexion. Tu faisais partie aussi de notre comité de perfectionnement tout récemment qui portait justement sur l'intelligence artificielle. Et s'il y a une chose que je retiens et que tu redisais aujourd'hui, c'est que bon, l'intelligence artificielle, restons calmes. Oui. Et posée, puisque oui, c'est bien sûr une révolution dans laquelle, en effet, la plupart d'entre nous ne voyons pas l'étendue, en effet, de la révolution qu'elle représente. Mais je pense qu'il faut rester surtout très calme et savoir quel est notre besoin. Définir un besoin et sur cette base-là, se faire accompagner, en effet, des professionnels de l'intelligence artificielle pour pouvoir trouver les meilleures des solutions. Mais ce qui est certain, et nous, c'est ce qu'on voit, en effet, en formation, hein, c'est que
bien sûr, utilisez l'intelligence artificielle, aucun souci. Mais par contre, nous, notre vraie raison d'être, elle est de vous accompagner à utiliser votre esprit critique et à définir, Oui. en effet, vos process à l'aune de ce qui est possible par l'intelligence artificielle. Et puis, tu redisais une chose que j'entends beaucoup de personnes nous dire, oui, mais tout est dans la data. Oula, attention, tout est déjà dans notre capacité à avoir accès à un réseau d'énergie, un réseau électrique qui nous permettent d'alimenter les machines. Et comme on l'a vu pas plus tard que dans ce webinaire, cet échange que nous avons aujourd'hui, j'ai été déconnectée. Je peux vous dire que là, on n'avait plus justement moyen de pouvoir échanger. Et nous, au quotidien, je vous le disais, nous utilisons en effet l'intelligence artificielle depuis plus de 5 ans maintenant, puisque nous avons une personne dédiée à cela qui permet de mettre, d'orchestrer les outils entre eux. Nous avons régulièrement des ruptures. Donc, bien entendu, comme tu le disais, ça redéfinit les métiers, mais il y a une chose qu'on ne peut pas perdre de vue, et c'est là toute finalement la noblesse aussi de Luxury Attitude, c'est de ramener l'être humain. C'est-à-dire, on parle de clients, tu le dis toi souvent. Attention, ne parlons pas que de clients externes, parlons de clients finalement dans toute sa dimension humaine. C'est-à-dire ce qui fait l'objet même, en effet, de mes relations au quotidien. Et c'est vrai que tu parles de bots. Moi, je sais que mon banquier, je l'appelle pas souvent parce que je sais que quand j'appelle, je tombe sur un robot et qui, comme tu le dis, me fait tourner en rond parce que, en effet, peut-être que moi, je ne formule pas bien la question, mais c'est ce que nous apprend Luxury Attitude. La question n'est pas si mon produit est bien ou pas, c'est est-ce que mon approche à autrui est la bonne, et encore une fois, comment pense le client, au-delà de ce que je vais en effet pouvoir créer moi en termes d'innovation produit. Et je pense que tout est dans ce que tu dis, la rencontre et l'émotion. Mais bien sûr. Ça pose énormément de questions en termes de... Parce que tu vois, finalement, on parle depuis la question des marques, mais finalement, ça appelle aussi beaucoup de questions vis-à-vis de nous, quand on est en position de client. Quel client je souhaite être? Parce que tu vois, on parle en effet de la commande en ligne, mais finalement, enfin moi, j'avoue que je ne commande pas en ligne juste pour une chose, c'est la phase très très aval, où quoi qu'il arrive, mon colis m'est difficilement remis, on passe une fois, 2 fois chez moi, on donne des plages horaires qui sont ingérables, pour qu'à la fin, mon service de poste me dise, bon, bah voilà, on a votre colis, finalement, j'y vais dans la journée, mais on me dit, mais non, c'est sous 24 heures, donc revenez demain, sauf qu'entre-temps, moi, j'ai un travail, donc j'ai pas le temps, enfin, je pense en effet qu'on a un champ d'action assez mémorable, et je ne sais pas si le luxe, et je te laisse la parole d'ailleurs nous dire ce que toi tu en penses, est-ce que le luxe se lancera réellement dans du tout digital? Alors, il y a déjà eu, il y a un effet toujours d'adoption par la nouveauté. Émilie, si tu passes le slide d'à côté, je pense qu'il y a les logos des marques dont je vais parler. Voilà, je t'en remercie. Il y a une autre marque que je vais citer là qui avait adopté il y a très longtemps l'intelligence artificielle en créant ces machines, ces distributeurs automatiques, tu sais. Et donc, alors c'était un test. Donc pour ne pas le nommer, c'est le groupe L'Oréal, et que j'avais trouvé très... Alors, L'Oréal Paris, hein, donc on n'était pas dans le luxe, mais c'était un test. Et donc, ce groupe avait installé des machines automatiques, donc des distributeurs automatiques avec un miroir. Donc, tu arrivais devant ce miroir, le miroir te scannait et transmettait les informations à la machine, et en fonction de ton style, de ta couleur de cheveux, de ce que tu portes, de ton attitude, était capable de proposer un certain nombre d'articles de maquillage et de cosmétiques. Donc, c'était une proposition, et tu pouvais cliquer sur les produits que tu pouvais acheter et qui, une fois payés, descendaient, tu sais, comme quand tu achètes une bouteille d'eau dans ces distributeurs. Bon, ça n'a pas fait... enfin, ça a fait du bruit à l'époque, et puis ça s'est largement abandonné.
parce que c'était plutôt le gadget et en aucun cas, en tout cas, ça ne pouvait remplacer le vrai conseil d'un humain à un humain. Une vraie conseillère beauté est capable, grâce à ses conseils avisés, grâce à la façon dont elle va interagir avec le client, eh bien, va pouvoir développer son panier moyen x4, x5, x6. Combien de fois ça nous est arrivé, tu rentres dans une marque de luxe pour acheter un rouge à lèvres et finalement la vendeuse était tellement en empathie, était tellement sympathique et ne parlait pas que de produits et tu ressors avec un parfum, un rouge à lèvres. Enfin, combien de fois ça nous est arrivé ça, de partir avec plus que ce que nous avions l'intention d'acheter en définitive. Et ça, c'est pas la machine qui crée ça. Ça, c'est l'humain. L'humain et sa capacité à réellement rentrer dans une phase conversationnelle et non pas transactionnelle. C'est pour ça que quand on parle de personnalisation, on parle plutôt dans sa définition pure de personnalisation produit. Moi, je parlerais d'individualisation de la relation. Bonjour Madame Machin, comment allez-vous? Qu'avez-vous fait et comment s'est passé votre voyage, etc. Donc, posez des questions à vos clients. Parce que le client, lui, il veut quoi? Il veut de l'humain. Il veut vivre des émotions. Si c'est pour vivre un produit, si c'est pour purement acheter un produit, il reste dans le fonctionnel et il ira acheter sur Internet ou alors il ira ailleurs. Donc, est-ce qu'on va vers un retour aux sources, vers un retour du commerce à l'ancienne? Ce serait peut-être une... Oui, vas-y. Oh, je suis navrée, mais donc finalement, la perspective que tu donnes est quand même, somme toute, très intéressante. On est en train de se dire que, par exemple, on parlait de retail, hein, la base. Oui, en gros, le retail aurait vocation à se doter, bien sûr, d'une armada peut-être d'ingénieurs IT qui nous permettrait d'aller plus vite sur toutes les tâches qui sont disons, les moins épanouissantes, et ça voudrait dire qu'on pourrait enfin dire, nous, les managers ou autres, aux équipes, faites parler votre art, soyez dans la relation, c'est ce que je vous demande avant tout, le reste, on gère pour que vous ayez la réponse à vos propres questions en termes de stock, etc. Vous faites place à votre art, finalement, c'est ce que tu dis. C'est ce que je dis, tu as tout à fait bien résumé et je vais mettre une condition, c'est de bien savoir gérer ses émotions pour éviter l'ensemble des biais cognitifs, tu sais, ces fameux jugements, parce que l'on pense que la personne le vaut bien ou le vaut pas, vaut mon temps et je vais aller vers elle ou pas du tout. C'est les fameux jugements de certains ambassadeurs, vendeurs, qui vont bien accueillir parce que c'est un client de longue date et qu'ils connaissent parfaitement, ou alors, à l'inverse, vont à peine accueillir parce que c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont jugé uniquement sur l'apparence. Et donc là, effectivement, l'IA peut être une bulle dans la mesure où on ne va pas s'en servir de manière intelligente. Donc pour moi, il faut utiliser l'IA de manière intelligente, mais à condition de bien gérer ses émotions et de oser créer une relation avec le client, mais au-delà de cet outil. C'est-à-dire, si je me déconnecte de mes outils, ben, je reviens au bon vieux livre, je reviens au tricot, je regarde TikTok et tous les posts sur le tricot, la cuisine, enfin toutes ces actions en définitive qui font un bien fou. Et ce qui nous fait un bien fou aussi, c'est ce qu'appelait Robert Elby, un sociologue, c'est cette société de consolation. Et quand on va faire du shopping, ben, c'est une forme de consolation ou une forme de se faire plaisir, de se récompenser. C'est une forme de récompense. Et ça, la machine n'apportera pas la récompense. D'accord. Donc, si je me permets, mais je te remercie beaucoup pour ces termes, c'est que tu dis finalement que l'intelligence artificielle est un outil qui nous permettrait d'être encore plus humains, de prendre plus de temps pour, en effet, les métiers de la relation.
qui nécessite par contre une condition, c'est de travailler les compétences comportementales, et cela tout au long de la vie. Et tu dis que finalement, on est là sur un outil qui peut permettre en effet qui peut être très puissant dans la dimension RH et justement dans la gestion de la relation aussi en interne. C'est ce que je retiens donc de tout ce que tu dis. Finalement, donc la tech, c'est bien et ça nous rendra encore plus humains. Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est exactement ça. Et quand tu dis, quand tu parles de management, il y a une autre solution d'intelligence artificielle qui permet de fluidifier et d'automatiser des tâches répétitives qui sont généralement liées au manager, au poste de manager, que sont les rapports, par exemple, l'ensemble des reportings, et qui les scotchent dans leur bureau et ils ne sont pas sur le terrain. Donc, l'intelligence artificielle là est très intéressante et très utile dans la mesure où ça va libérer du temps utile, non plus du temps contraint, mais du temps utile pour les managers et faisons revenir les managers sur le floor, s'il vous plaît. Là aussi, le groupe LVMH est en train de se révolutionner, entre guillemets. Trop longtemps, les managers, du moins de proximité, les N+1, les N+2, ont passé trop de temps dans les bureaux, loin de la réalité terrain et loin de leurs équipes. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est que l'humain va redevenir très important dans la relation au client grâce à l'IA. Merci beaucoup Nathalie pour ces mots que je considérais comme étant la conclusion justement de notre échange. Nous vous remercions toutes et tous de nous avoir entendus, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soumettre, vous avez là nos coordonnées. Je sais que je n'ai pas nécessairement vu en effet de questions ou de remarques et je vous sais aussi très à l'écoute. Encore une fois, merci à vous, à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Cathy, je vois donc webinaire très intéressant. Jungen également, Monsieur Jungen nous remercie, Sébastien. Merci Sakina, merci Johan, je vois Sadia également qui écrit. Merci à toi Nathalie pour cette échange. Nous vous donnons rendez-vous donc très bientôt. Oui, tout à fait, vous avez un replay qui va se générer automatiquement et vous devriez recevoir un mail vous donnant accès au replay. Encore un grand merci à toutes et à tous. Merci Nathalie. Merci également de votre bienveillance et de votre aide lors de cette coupure inattendue. Mais en tout cas, merci à la tech qui nous a rendus plus proches aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Émilie. Au revoir, Nathalie.